dans les hautes terres accidentées de l'ouest du Montana, où la rivière Bitterroot se ferait un chemin à travers des canyons silencieux, se dresse un poteau de bois fissuré que la plupart des habitants évitent largement une fois le soleil couché. Les mots gravés dessus, effacés par un siècle d'été torrides et d'hiver glacial, indiquent seulement Mount Zion Coopérative, 1889-1918. En sa miséricorde nous demeurons. Il ne fait aucune mention des 212 vies qui ont pris fin sur cette terre, ni de la raison pour laquelle l'ancienne propriété des Blackburn résonne encore de bruit sans source logique par les soirs parfaitement calmes. Depuis des générations, les habitants du comté de Ravalli ont caché cette histoire, n'en parlant qu'à voix basse, transmise des grands-parents à leurs enfants. Ce soir, pour la première fois, le récit complet des 29 années de règne de la terreur du pasteur Silas Blackburn et des siens sera dévoilé. Une vérité si troublante qu'elle remet en question tout ce que nous supposons sur la croyance, la communauté et la formation de l'Ouest américain. Avant de nous plonger plus profondément dans le récit du clan Blackburn et de leur colonie, qui promettait la rédemption mais n'a apporté que l'angoisse, je dois demander. Faites-vous partie des cœurs vaillants qui peuvent affronter les pages les plus sombres du passé de notre nation? Cette chaîne n'est pas pour les âmes sensibles, seulement pour ceux qui osent exhumer les réalités que les autres ont trop peur d'exprimer. Si vous êtes prêt à faire partie de notre confrérie de chercheurs de vérité, cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant et dites-moi dans les commentaires de quel état vous écoutez, car les événements qui se sont produits dans le Montana sont une tragédie qui aurait pu se dérouler n'importe où sur la frontière. Découvrons ensemble ce qui est enterré sous la surface de l'histoire négligée de notre pays. L'année était 1889, et l'Amérique aspirait à un signe. Un puissant réveil spirituel avait traversé les territoires de l'Ouest comme un orage d'été, laissant dans son sillage d'innombrables croyants en quête d'une connexion plus directe avec le divin. Le comté de Ravalli, dans le Montana, à l'automne 1889, était un endroit à mi-chemin entre l'ordre de la ville et la sauvagerie brute de la nature indomptée. Le chemin de fer avait apporté le commerce et de nouveaux visages à certains, mais les montagnes imposantes et les profondes forêts de pins recelaient encore des mystères que le soleil ne semblait jamais révéler entièrement. Des camps miniers et des fermes isolées parsemaient la région, reliées par des sentiers rudimentaires qui devenaient mortels aux premières neiges abondantes. C'est ici, dans un bassin élevé entouré de pins ponderosa anciens, que le pasteur Silas Blackburn posa pour la première fois le pied sur les 320 acres qui deviendraient son empire personnel de l'effroi. Blackburn était un homme imposant, large d'épaules, avec des yeux gris intenses et une voix de baryton qui pouvait faire trembler des hommes endurcis et pousser les dévots à questionner leurs convictions. À 45 ans, il avait déjà survécu à 2 épouses et prétendait recevoir des messages directement du Créateur. Sa femme actuelle, Eleanor, qu'il appelait sœur Eleanor devant les autres, avait 22 ans de moins que lui, mais avait la tenue rigide d'une femme bien plus âgée. Leurs 3 enfants, Isaiah, 17 ans, Ruth, 15 ans, et Caleb, 13 ans, avaient été élevés pour voir leur père non seulement comme leurs parents, mais comme le messager désigné du Tout-Puissant sur terre. La famille Blackburn était arrivée dans le comté de Ravalli avec un chariot chargé de lingots d'argent, affirmant qu'elle fuyait une persécution doctrinale dans le Colorado. L'histoire de Silas était persuasive. Il parlait d'anciens d'églises décadents, de congrégations ayant dévié du vrai chemin, d'une convocation divine pour créer une nouvelle Sion où les justes pourraient vivre dans une obéissance parfaite. Il avait acheté le terrain avec de l'argent comptant, une transaction qui suscita des murmures parmi les habitants, mais les rumeurs s'éteignirent rapidement lorsque Silas commença à fournir des emplois à tout homme willing de travailler dans ses mines et sur ses terres. La propriété elle-même semblait presque idéalement adaptée aux ambitions de Blackburn. La résidence principale, une solide structure en rondin à 2 étages avec des murs renforcés et peu de fenêtres, était perchée sur une crête surplombant le bassin. En contrebas, le terrain s'étalait dans toutes les directions. Une terre riche pour les cultures, des forêts épaisses pour le bois, et une source fraîche qui fournissait de l'eau propre toute l'année. Plus crucial encore, le terrain était isolé, entouré de lieux de nature sauvage qui absorbaient tous les sons pouvant parvenir aux colonies les plus proches. Quelques semaines après son arrivée,
Silas Blackburn avait commencé à placer des annonces dans les journaux du Montana, de l'Idaho et du Wyoming. Sa proclamation était simple mais puissante. Rejoignez la coopérative du Mont Sion où les foyers chrétiens vivent en parfait accord avec le dessein du Seigneur. Aucune richesse terrestre n'est nécessaire, seulement la croyance, des dos solides et le désir de servir le Tout-Puissant. Les annonces promettaient une existence communautaire, une abondance partagée, et plus tentant encore, la rédemption assurée pour ceux qui se montreraient fidèles. Les premières familles commencèrent à arriver à l'été 1890. La famille Dow vint d'une concession d'argent épuisée dans l'Idaho, apportant leurs 3 enfants et tous leurs biens matériels dans un chariot solitaire. Les Sullivan arrivèrent 15 jours plus tard. Puis les Garcia, les Nielsen et les Reed. Chaque famille fut accueillie personnellement par le pasteur Blackburn, qui parlait avec une telle certitude puissante du dessein de Dieu pour leur collectif que même les plus sceptiques voyaient leurs doutes s'évaporer. Ce que ces familles ne réalisaient pas, c'est qu'elles mettaient le pied dans un piège savamment disposé. Silas Blackburn avait passé des années à peaufiner ses techniques, apprenant les vulnérabilités des personnes désespérées et les méthodes par lesquelles la foi pouvait être transformée en une arme contre les croyants. La coopérative du Mont Sion n'était pas un refuge sacré. C'était un camp de travail forcé déguisé en paradis sur terre, et la famille Blackburn en était l'impitoyable geôlière. La période initiale semblait tenir les promesses de Blackburn. Les familles vivaient dans des cabanes solidement construites, prenaient leurs repas ensemble dans le réfectoire commun et se réunissaient chaque soir pour le culte et la lecture des Écritures. Le travail était ardu, creuser des puits de mines, défricher le sol pour les cultures, élever de nouveaux bâtiments, mais il semblait avoir un but. Blackburn lui-même travaillait aux côtés des membres de la communauté, les manches retroussées, les mains calleuses à force de travail. Il faisait souvent référence aux bases scripturaires de leur mode de vie, évoquant les premiers croyants qui partageaient toutes leurs possessions et vivaient comme une seule famille sous Dieu. Mais au fil des saisons, de légers changements commencèrent à altérer la communauté. Les journées de travail s'allongèrent, les repas devinrent plus maigres, les pénalités pour les petites erreurs plus brutales. Blackburn justifiait ces changements comme des étapes essentielles vers la purification spirituelle. Le corps doit être soumis, déclarait-il, afin que l'âme puisse devenir puissante. Ceux qui exprimaient des doutes sur ces méthodes étaient soumis à un chastisement public, forcés de déclarer leur faillite spirituelle devant toute l'assemblée. Le premier décès survint pendant l'hiver 1890, seulement 8 mois après la fondation de la communauté. Samuel Dow, le père qui avait amené sa famille de l'Idaho avec tant d'optimisme, tomba mort en creusant un nouveau puits de mine. La cause officielle, selon les registres méticuleux du pasteur Blackburn, était un accident minier, un éboulement alors qu'il travaillait dans un service joyeux pour le Seigneur. Mais Helen Dow, la veuve de Samuel, murmura à ses enfants que son mari avait travaillé 18 heures par jour, soutenu seulement par du bouillon clair et du biscuit de mer. L'enterrement eut lieu au crépuscule, toute la communauté assemblée autour d'une tombe simple marquée seulement par une pierre brute. Blackburn prêcha un sermon qui dura plus de 2 heures, parlant de l'ascension glorieuse de Samuel Dow vers la vie éternelle et de l'honneur accordé à la communauté d'assister à une telle grâce céleste. Frère Samuel a été convoqué à sa récompense, proclama Blackburn, sa voix roulant à travers le bassin comme une avalanche. Il nous a montré la voie de la gloire, et nous devons imiter son exemple de soumission totale au plan de Dieu. Mais au fil des mois, davantage de membres de la communauté commencèrent à observer des tendances alarmantes. La famille Blackburn, Silas, Eleanor et leurs 3 enfants ne semblaient jamais souffrir de la même fatigue qui affectait tous les autres. Ils prenaient leurs repas en privé dans la maison principale tandis que le reste de la communauté se réunissait dans le réfectoire comme un froid. Leurs vêtements étaient toujours propres et en bon état, tandis que les autres familles portaient des vêtements de plus en plus déchirés qui n'étaient jamais remplacés. Le plus alarmant étaient les bruits après la tombée de la nuit qui commencèrent à émaner de la maison principale. Les membres de la communauté dormant dans les cabanes les plus proches rapportèrent avoir entendu ce qui semblait être de la gaieté, le jeu d'un harmonica et le cliquetis de la bonne poterie, des bruits qui semblaient impensables compte tenu du mode de vie sévère que Blackburn prêchait.
Interrogé sur ses récits, Blackburn fixait son interlocuteur de ses perçants yeux gris et parlait des dons spirituels accordés à ceux qui avaient totalement renoncé à leurs désirs mondains. Le deuxième décès survint en février lorsque Lena Garcia, une jeune mère de 2 enfants, fut découverte gelée dans son lit. La cabane qu'elle partageait avec sa famille avait épuisé son bois de chauffage 3 jours auparavant, et leur demande pour en avoir plus avait été refusée par Isaiah Blackburn, qui contrôlait les ressources de la communauté. Sœur Lena a été accueillie par la compassion du Seigneur, annonça le pasteur Blackburn à ses funérailles. Elle a été délivrée des tribulations qui nous attendent encore. À la fin de ce premier hiver brutal, 9 membres de la coopérative du Mont-Sion avaient péri. Chaque mort était expliquée comme étant la volonté divine. Chaque enterrement devenait une opportunité pour Blackburn de renforcer son emprise sur ceux qui restaient. Les membres de la communauté étaient interdits de contact avec le monde extérieur. Leurs lettres étaient méticuleusement lues par Ruth Blackburn, qui prétendait les protéger des tentations séculières qui pourraient saper leurs croyances. Mais ce fut la découverte faite par le jeune Liam Sullivan qui révélerait la véritable terreur de ce qui se passait au Mont-Sion. Liam n'avait que 15 ans, mais il avait été élevé dans une ville minière et connaissait la distinction entre une mort naturelle et quelque chose de bien plus sinistre. En rangeant le hangar d'approvisionnement de la communauté, il avait découvert une cache d'effets personnels, montres de poche, médaillons, bibles de famille et portraits sur ferrotype qui avaient appartenu aux membres décédés. C'étaient des objets qui auraient dû être rendus à la famille ou enterrés avec les morts, pas accumulés comme un butin dans un espace caché sous la maison des Blackburn. Lorsque Liam essaya de porter sa découverte au pasteur Blackburn, on lui dit qu'il devrait subir une purification spirituelle pour ses pensées corrompues. Cette nuit-là même, Liam Sullivan disparut. L'histoire officielle était qu'il avait fui, incapable de supporter la discipline nécessaire à un véritable développement spirituel. Mais son père, Patrick Sullivan, découvrit des traces de sang menant de la cabane de Liam vers la forêt derrière la maison principale, et il sut que son fils n'était pas parti de son plein gré. Le schéma devenait clair pour ceux assez courageux pour le percevoir. La coopérative du Mont-Sion n'était pas un havre religieux. C'était une prison où la famille Blackburn prospérait tandis que leurs frères et sœurs périssaient par négligence calculée, labeur incessant et pire encore. Mais pour ce prix dans ses limites, l'évasion semblait impossible. La colonie la plus proche était à 20 miles de distance à travers des cols de montagnes périlleux, et Blackburn les avait persuadés que le monde extérieur grouillait de démons attendant de corrompre leurs âmes. Alors que 1891 commençait, les survivants de ce premier hiver horrible se retrouvèrent pris dans un cycle de travail éreintant et de manipulation mentale qui allait caractériser les 27 années suivantes de leur existence. La communauté s'était agrandie pour compter plus de 180 âmes, avec de nouvelles familles arrivant chaque été, attirées par les publicités expertement conçues de Blackburn. Mais le nombre de morts continuait de grimper, et ceux qui avaient enduré commencèrent à développer une apparence émaciée qui parlait de terreurs indicibles. La famille Blackburn avait institué un ordre strict au sein de la communauté. Le pasteur Silas restait le leader absolu, sa parole traitée comme sainte écriture. Sœur Eleanor gérait les tâches des femmes, supervisant la cuisine, la lessive et l'éducation des enfants avec une volonté rigide qui laissait des cicatrices durables à ceux qui osaient la défier. Isaiah Blackburn, maintenant âgé de 18 ans et ressemblant de plus en plus à son père, contrôlait les provisions et les rotations de travail de la communauté. Ruth, 16 ans et d'une beauté frappante d'une manière qui attirait une attention dangereuse, servait de greffière et de disciplinaire à son père, tandis que le jeune Caleb, seulement 14 ans mais montrant déjà des signes du tempérament vicieux de la famille, était formé pour reprendre les entreprises grandissantes de la communauté. La maison principale avait été agrandie 2 fois, avec de nouvelles sections ajoutées pour abriter la fortune et l'autorité croissante de la famille Blackburn. Le bâtiment d'origine servait maintenant d'espace de vie privée, tandis que les ajouts contenaient le bureau de Blackburn, une chambre où les membres de la communauté étaient emmenés pour des sessions privées qui les laissaient souvent brisés et craintifs. La cave avait été remodelée en une série de pièces que les Blackburn affirmaient être pour stocker des provisions,
Mais les membres de la communauté murmuraient que des sons d'agonie en provenaient certaines nuits. L'emploi du temps était conçu pour briser à la fois le corps et la volonté. Les membres de la communauté étaient réveillés à 3h30 du matin par le tintement d'un triangle qu'Eleanor Blackburn actionnait depuis sa cuisine. À 4 heures, ils devaient être à leur poste désigné. Les hommes dans les mines ou les champs, les femmes dans les cuisines ou la buanderie, les enfants dès l'âge de 7 ans aidant à toutes les tâches que leurs petites mains pouvaient accomplir. Le seul répit venait à midi, où ils étaient autorisés à 20 minutes pour consommer un repas maigre de bouillon clair et de biscuits secs. Mais c'étaient les rassemblements nocturnes qui révélaient véritablement la profondeur de la domination psychologique de Blackburn. Chaque soir, toute la communauté était contrainte de se rassembler dans la grande salle pour ce que Blackburn appelait « l'édification divine ». Ces réunions duraient souvent jusqu'après minuit, Blackburn donnant des conférences qui mélangeaient des versets bibliques authentiques avec ses propres explications déformées. Les membres de la communauté étaient forcés d'admettre leurs transgressions ouvertement, de confesser leurs lacunes et de plaider pour le pardon de Dieu et du pasteur Blackburn. Ceux qui montraient des signes de défi recevaient une attention particulière. Ils pouvaient être assignés à des équipes de travail qui ne revenaient jamais, envoyés en voyage de prédication dans des villes lointaines, ou simplement disparaître dans la nuit. Les justifications officielles variaient. Certains avaient été appelés à servir le Seigneur ailleurs. D'autres avaient cédé aux attraits terrestres et s'étaient enfuis comme des traîtres. Mais les membres de la communauté connaissaient la vérité. Ils avaient appris à identifier les signes qui précédaient ces disparitions. Les conférences privées avec Blackburn, l'affectation soudaine à des détails de travail éloignés, la façon dont le nom de l'individu était mentionné de plus en plus régulièrement pendant les services du soir. Les enfants nés dans la communauté faisaient face à un destin particulièrement terrible. Ceux qui montraient du potentiel étaient enlevés à leurs parents à l'âge de 6 ans et élevés directement par la famille Blackburn, instruits pour devenir la prochaine vague de superviseurs. Les autres étaient mis au travail dès qu'ils en étaient capables. Leurs petites mains idéales pour des travaux que les adultes ne pouvaient pas effectuer. Beaucoup de ces enfants ne vivaient pas jusqu'à leur 12e anniversaire, leur corps trop fragile pour supporter les conditions sauvages imposées par Blackburn. En 1898, la coopérative du Montsion était devenue une machine d'horreur auto-entretenue. La communauté produisait du minerai et du bois qui étaient vendus sur des marchés lointains, fournissant un flux constant de revenus à la famille Blackburn. Ils élevaient du bétail qui nourrissait la famille tandis que les travailleurs subsistaient sur les restes. Ils exploitaient même un petit fourneau qui traitait le minerai pour des concessions voisines, les revenus allant directement dans la réserve toujours croissante de lingots d'argent de Silas Blackburn. Mais l'aspect le plus lucratif de l'opération était le flux incessant de nouveaux arrivants. Chaque famille apportait ses économies, son bétail, ses outils et son espoir. Blackburn avait maîtrisé l'art de soutirer chaque centime de ces nouveaux venus avant qu'ils ne comprennent le piège dans lequel ils étaient entrés. Au moment où ils comprenaient leur situation, ils étaient trop affaiblis, trop coupés et trop mentalement dévastés pour se rebeller. La ville la plus proche, Hamilton, était suffisamment éloignée pour que les actions de la communauté restent cachées aux yeux curieux. Lorsque de rares visiteurs apparaissaient, pasteurs itinérants, agents du gouvernement ou parents de membres de la communauté, ils recevaient des visites méticuleusement gérées qui ne montraient que ce que Blackburn souhaitait qu'ils voient. Les membres les plus robustes de la communauté étaient présentés pour attester de leur satisfaction spirituelle, tandis que les malades et les sous-alimentés étaient cachés dans les cabanes éloignées ou envoyés travailler dans des champs reculés. Les forces de l'ordre local recevaient des rapports réguliers de Blackburn sur les activités de la communauté, toujours rédigés de sa main et dépeignant une scène de dévotion religieuse tranquille. La poignée de plaintes qui parvenaient au monde extérieur était rejetée comme les murmures de personnes perturbées incapables de supporter la discipline nécessaire à une véritable croissance spirituelle. La réputation de Blackburn en tant qu'homme de Dieu, associée à son soin à cultiver des liens avec les politiciens et hommes d'affaires régionaux, forgea un bouclier de sécurité autour de la coopérative du Montsion qui semblait incassable. L'hiver 1906 apporta des développements qui mettraient même au défi le contrôle d'acier de Blackburn sur sa communauté captive.
Une grave épidémie de fièvre typhoïde se propagea dans les cabanes surpeuplées, emportant 41 vies en moins de 3 mois. Mais ce fut durant cette calamité que quelques courageux individus commencèrent à assembler l'étendue complète des offenses de la famille Blackburn. Clara Nielsen, une veuve arrivée avec ses 3 enfants 5 ans auparavant, avait été chargée d'aider à soigner les malades. Ses tâches de nursing lui donnaient accès aux cabanes à travers la communauté, et ce qu'elle y trouva glaça son cœur. L'épidémie de typhoïde n'était pas accidentelle. Elle était intentionnellement propagée par Ruth Blackburn, qui visitait les malades avec de l'eau et de la nourriture contaminée. Clara regarda, terrifiée, la jeune femme de 23 ans passer de cabane en cabane, son beau visage un masque de cruauté délibérée alors qu'elle s'assurait que les membres les plus vulnérables de la communauté ne survivraient pas à l'hiver. Mais la découverte la plus atroce de Clara survint lorsqu'elle fut chargée de vider la cabane de la famille Johansson, récemment décédée. Cachée sous une pierre de foyer, elle trouva un journal tenu par Eric Johansson, un ancien comptable qui avait enregistré tout ce qu'il avait vu durant ses 4 ans au Monsion. Les pages du journal révélaient un schéma de meurtre méthodique, de vol et de mauvais traitements qui firent trembler les mains de Clara à leur lecture. Johansson avait noté des dates, des noms et des techniques. Il avait documenté comment la nourriture était intentionnellement refusée aux familles montrant des signes d'insatisfaction, comment des accidents survenaient à ceux qui posaient trop de questions, et comment la famille Blackburn avait accumulé une fortune construite sur le sang et la misère de leurs disciples. Le plus horrible, Johansson avait découvert que de nombreux membres de la communauté n'étaient pas morts de cause naturelle, mais avaient été empoisonnés avec une substance qui imitait les signes de maladies communes. Le journal révélait aussi que Silas Blackburn n'était pas l'homme qu'il prétendait être. Son vrai nom était Silas Blackwood, et il était recherché par les autorités dans 4 territoires pour escroquerie et homicide. Les morts de ses précédentes épouses n'avaient pas été accidentelles, et l'oppression religieuse dont il prétendait avoir échappé était en réalité un mandat d'arrêt émis après la mort douteuse d'un riche propriétaire de mines qu'il avait nommé son héritier. Clara Nielsen faisait face à une décision impossible. Elle pouvait tenter de révéler la vérité et presque sûrement être exécutée pour ses efforts, ou elle pouvait rester silencieuse et observer d'autres personnes innocentes mourir. Le choix lui fut enlevé lorsqu'elle réalisa que Ruth Blackburn l'observait, attendant le moment idéal pour éliminer une autre menace potentielle. La confrontation eut lieu lors d'une tempête de neige de mars particulièrement féroce. Clara avait été convoquée à la maison principale pour ce que Ruth appelait un guide spirituel. Mais au lieu de la manipulation mentale habituelle, Clara se retrouva confrontée à la véritable nature de l'entreprise de la famille Blackburn. Les chambres du sous-sol dont elle avait entendu chuchoter se révélèrent être des salles de punition où les dissidents étaient brisés physiquement et spirituellement avant d'être silencieusement éliminés. Ruth Blackburn, maintenant âgée de 25 ans et pleinement initiée aux pratiques de sa famille, décrivit à Clara précisément ce qui arriverait à elle et à ses enfants si elle tentait d'exposer la vérité. « Vous en avez trop appris », dit Ruth, sa voix aussi frigide que la tempête hivernale rugissant à l'extérieur. « Mais vous n'êtes pas la première, et vous ne serez pas la dernière. Le choix est simple. Joignez-vous à nous dans notre travail, ou rejoignez les autres dans leur sommeil éternel. » Mais Clara Nielsen avait un avantage que Ruth n'avait pas anticipé. Durant ses fonctions de nursing, elle avait gagné la confiance d'autres membres de la communauté qui commençaient à questionner leur situation. Bridget O'Malley, dont le conjoint était mort dans des conditions douteuses l'automne précédent, tenait son propre journal des activités de la communauté. Joseph Lee, l'un des rares hommes éduqués de la communauté, collectait des preuves des vols et de la coercition de la famille Blackburn. Maria Flore, une jeune mère dont les enfants avaient été emmenés pour un tutorat spécial, planifiait sa propre évasion. Cette petite bande de conspirateurs s'était réunie en secret, utilisant la couverture de leurs affectations de travail pour échanger des informations et préparer leurs réponses. Ils avaient appris que la richesse de la famille Blackburn était cachée dans une série de caches à travers la propriété, que plusieurs membres de la communauté étaient retenus captifs dans les chambres du sous-sol, et qu'un meurtre de masse était planifié pour le printemps 1907 pour éliminer les témoins des crimes de la famille.
La révélation qui les stupéfia le plus fut la découverte que la famille Blackburn avait dirigé des colonies similaires dans d'autres territoires. Isaiah Blackburn, maintenant âgé de 28 ans et lieutenant en chef de son père, voyageait régulièrement pour établir de nouvelles branches de leur opération. La coopérative du Mont-Sion n'était pas une horreur solitaire. Elle faisait partie d'un réseau de collectifs religieux qui existait uniquement pour enrichir la famille Blackburn par la maltraitance et le meurtre. Le printemps 1907 apporta avec lui un sentiment de catastrophe imminente que même les membres les plus soumis de la communauté ne pouvaient ignorer. La famille Blackburn était devenue plus flagrante dans sa brutalité, plus téméraire dans ses techniques, et plus frénétique pour préserver son contrôle. La population de la communauté avait grandi pour atteindre près de 350 âmes, mais le nombre de morts avait augmenté en conséquence. Le petit cimetière derrière la maison principale contenait maintenant plus de 120 tombes, chacune marquée d'une pierre simple sans inscription. Clara Nielsen et ses compagnons conspirateurs avaient passé les mois d'hiver à rassembler prudemment des preuves et à préparer leur évasion. Ils avaient appris que la famille Blackburn planifiait ce qu'ils appelaient « la grande purification », une éradication massive des membres de la communauté qui n'étaient plus utiles ou qui présentaient des dangers potentiels. Le plan était d'attribuer les morts à une épidémie de maladie, de se débarrasser des corps dans une fosse commune, et de recommencer avec un nouveau lot de proies sans méfiance. Mais leurs plans de fuite furent rendus plus difficiles par l'arrivée d'un nouveau groupe de familles début avril. Les Carter, les Mong, les Schmidt et les Bailey venaient d'aussi loin que le Wyoming, attirés par la dernière campagne publicitaire de Blackburn. Ces nouveaux venus représentaient de nouvelles victimes qui n'avaient aucune idée des horreurs qui les attendaient, et le groupe de Clara sentit un devoir moral d'essayer de les sauver en même temps qu'eux-mêmes. La situation devint encore plus dangereuse lorsque Caleb Blackburn, maintenant âgé de 27 ans et pleinement initié aux méthodes de sa famille, commença à suspecter que quelqu'un amassait des preuves contre eux. Il avait toujours été le membre le plus instable de la famille, enclin à des accès violents et à des fantasmes paranoïaques. Ses soupçons tombèrent d'abord sur Clara Nielsen, dont les tâches de nursing lui avaient donné accès à trop d'informations, puis sur les autres membres de son groupe secret. Le premier signe de trouble survint lorsque le plus jeune enfant de Bridget O'Malley, Sean, 9 ans, disparut lors d'une affectation de travail standard. L'explication officielle était qu'il s'était égaré et perdu dans les bois, mais Bridget savait pertinemment que ce n'était pas vrai. Sean avait été pris en otage, une méthode pour garantir le silence de Bridget sur ce qu'elle avait découvert. Le message était clair, obéissez ou regardez vos enfants mourir. Cela força le groupe de Clara à accélérer leur plan. Ils avaient initialement espéré collecter suffisamment de preuves pour les présenter aux autorités extérieures, mais il devenait évident qu'ils n'auraient pas ce temps. La famille Blackburn se préparait pour leur solution finale, et les conspirateurs n'avaient que quelques jours pour agir. La percée vint d'une source inattendue. Benjamin Benji Carter, un garçon de 16 ans né dans la communauté, approcha Clara avec une information qui changea tout. Benji avait travaillé dans les quartiers privés de la famille Blackburn, et il avait surpris des discussions qui révélaient l'ampleur totale de leur plan. La grande purification était prévue pour la dernière semaine d'avril, durant le rassemblement printanier annuel de la communauté. La famille Blackburn utiliserait de la nourriture empoisonnée pour tuer la plupart des membres de la communauté, puis mettrait le feu au bâtiment pour éliminer les preuves. Mais l'information de Benji révéla aussi quelque chose de encore plus choquant. La famille Blackburn avait été en communication avec des entreprises similaires en Oregon, au Nevada et dans l'Utah. Ils planifiaient d'abandonner l'emplacement du Montana et de se relocaliser sur un nouveau site où ils pourraient recommencer le processus depuis le début. Les morts des membres de la communauté du Mont-Sion n'étaient pas seulement pour éliminer des témoins. Il s'agissait de dissimuler la piste d'une opération criminelle qui fonctionnait depuis près de 2 décennies. Les conspirateurs faisaient maintenant face à leur défi le plus significatif. Ils devaient trouver un moyen de sauver non seulement eux-mêmes, mais des centaines de personnes innocentes qui n'avaient aucune idée du danger qu'elles couraient. Ils devaient le faire sans alerter la famille Blackburn de leur plan. Et ils devaient le faire assez rapidement pour empêcher le meurtre de masse qui n'était qu'à quelques semaines. La solution vint de Joseph Lee,
dont les connaissances en ingénierie lui avaient donné une compréhension détaillée de la disposition de la communauté et des protocoles de sécurité de la famille Blackburn. Il avait découvert que les chambres du sous-sol sous la maison principale n'étaient pas seulement des salles de punition. Elles étaient aussi le lieu de stockage de la fortune amassée de la famille Blackburn. Des années de vol et de coercition avaient rempli ces chambres de lingots d'argent, de bijoux et d'autres objets de valeur pris à leurs victimes. Le plan de Lee était audacieux dans sa simplicité. Les conspirateurs utiliseraient la couverture des préparatifs du rassemblement printanier pour accéder aux chambres du sous-sol, collecter des preuves des crimes de la famille et prendre assez de leurs richesses pour financer une évasion. Ils s'échapperaient ensuite durant la confusion du rassemblement, emmenant avec eux autant de membres de la communauté que possible et se rendant dans la ville la plus proche où ils pourraient alerter la loi. Mais alors qu'ils se préparaient à mettre leur plan à exécution, ils découvrirent qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir des secrets. La famille Blackburn observait leurs mouvements de plus près qu'ils ne le réalisaient, et un piège se tendait qui mettrait à l'épreuve leur courage et leur dévouement à sauver les âmes innocentes qui avaient placé leur foi dans une famille de démons. Les enjeux n'avaient jamais été aussi grands, et la fenêtre d'action se refermait rapidement. Dans seulement 2 semaines, le rassemblement printanier commencerait, et avec lui, le plan de la famille Blackburn pour éliminer les preuves de leurs crimes en même temps que les vies de tous ceux qui en avaient été témoins. La question n'était plus de savoir si les conspirateurs pouvaient fuir. C'était de savoir s'ils pouvaient sauver qui que ce soit d'autre dans le processus. La nuit du 28 avril 1907 serait remembère comme la plus longue nuit de l'histoire du comté de Ravalli. Le rassemblement printanier avait commencé 3 jours plus tôt, toute la communauté assemblée pour ce qu'ils croyaient être une célébration du renouveau et de la renaissance spirituelle. Mais alors que le soleil se couchait sur ce soir d'avril froid, Clara Nielsen et ses compagnons conspirateurs savaient qu'ils étaient sur le point de subir l'épreuve ultime de leur vie. La famille Blackburn avait agi étrangement toute la semaine. L'aura commandante habituelle de Silas Blackburn semblait tendue, ses sermons plus frénétiques qu'édifiants. Eleanor Blackburn avait été observée en train de brûler des documents dans le poêle de la maison principale, tandis qu'Isaiah et Caleb Blackburn avaient passé la semaine à transporter des caisses et des provisions vers des endroits cachés dans les bois. Ruth Blackburn, maintenant âgée de 26 ans et plus dangereuse que jamais, surveillait les membres de la communauté avec une intensité qui glaçait le sang. Le plan de Clara et de ses compagnons était simple mais extrêmement risqué. Ils utiliseraient la couverture du rassemblement de cette nuit pour accéder aux chambres du sous-sol de la maison principale, collecter des preuves des crimes de la famille Blackburn et s'échapper avec autant de membres de la communauté que possible. Le succès dépendait de la coordination, de la discrétion et d'un peu de chance. À 20 heures, le rassemblement commença comme prévu. Toute la communauté était assemblée dans la grande salle, Silas Blackburn donnant un sermon sur la purification et la renaissance. Sa voix tonnait à travers la pièce, ses mots un mélange familier de versets bibliques et de menaces voilées. Les membres de la communauté écoutaient avec l'attention craintive qu'ils avaient apprise à travers des années d'abus. Pendant ce temps, Clara Nielsen, Joseph Lee, Bridget O'Malley et Maria Flore se faufilaient à travers les ombres vers la maison principale. Leur premier objectif était de récupérer les preuves des crimes de la famille Blackburn, les journaux, les documents et les objets de valeur volés qui exposeraient la vérité sur la coopérative du Montsion. Leur deuxième objectif était de sauver les membres de la communauté retenus captifs dans les chambres du sous-sol. L'entrée dans la maison principale fut plus facile que prévu. La famille Blackburn était tellement concentrée sur le rassemblement qu'ils avaient laissé la maison sans surveillance. Clara et son équipe entrèrent par l'arrière, se déplaçant rapidement à travers les pièces sombres vers l'escalier menant au sous-sol. Ce qu'ils découvrirent dans le sous-sol les horrifia. Les chambres n'étaient pas seulement des salles de punition, elles étaient des cellules où des membres de la communauté étaient retenus captifs, certains depuis des années. Les conditions étaient épouvantables, des cellules exiguës, des chaînes aux murs et l'odeur persistante de la maladie et de la mort. Mais le plus choquant fut la découverte d'une salle remplie de corps, les victimes des crimes de la famille Blackburn qui n'avaient pas été enterrées dans le cimetière. Alors qu'ils exploraient plus avant le sous-sol, ils découvrirent la fortune cachée de la famille Blackburn.
Des piles de lingots d'argent, des bijoux, des montres et d'autres objets de valeur remplissaient plusieurs pièces. C'était la preuve tangible des années de vol et de coercition, la richesse amassée sur le dos des membres de la communauté qui avaient travaillé et péri pour la famille Blackburn. Mais alors qu'ils collectaient des preuves et libéraient les captifs, ils furent découverts par Caleb Blackburn, qui était revenu à la maison pour récupérer des documents. La confrontation fut brève et violente. Caleb, armé d'un pistolet, menaça de tuer Clara et son équipe, mais Joseph Lee réussit à le maîtriser, le laissant inconscient dans le sous-sol. La découverte de Caleb les força à accélérer leur plan. Ils savaient que la famille Blackburn se rendrait bientôt compte de leur absence et enverrait des recherches. Ils devaient agir rapidement pour sauver autant de personnes que possible. De retour dans la grande salle, le rassemblement prenait une tournure sinistre. Silas Blackburn avait commencé à distribuer ce qu'il appelait « le vin de la communion », mais que Clara et son équipe savaient être empoisonnés. Il devait intervenir avant que les membres de la communauté ne boivent le poison. Le moment de la vérité était arrivé. Clara Nielsen monta sur Lestrade, interrompant le sermon de Silas Blackburn. Elle tenait dans ses mains le journal d'Eric Johansson et d'autres preuves des crimes de la famille Blackburn. D'une voix forte et claire, elle exposa la vérité sur la coopérative du Montsion, révélant les meurtres, les vols et les abus que la famille Blackburn avait infligés à leurs disciples. La réaction fut immédiate et chaotique. Certains membres de la communauté, choqués et en colère, se retournèrent contre la famille Blackburn. D'autres, trop endoctrinés ou effrayés, restèrent fidèles à Silas. La grande salle devint une scène de confusion et de violence alors que les deux camps s'affrontaient. Pendant ce temps, Joseph Lee et les autres conspirateurs travaillaient à évacuer les membres de la communauté les plus vulnérables, les femmes, les enfants et les malades, vers la sécurité relative des bois. Ils savaient qu'ils devaient atteindre la ville la plus proche pour alerter les autorités. La famille Blackburn, réalisant que leur empire s'effondrait, tenta de fuir avec leur fortune. Mais ils furent interceptés par un groupe de membres de la communauté en colère qui les empêchèrent de s'échapper. Dans la confusion, Silas Blackburn fut tué, frappé par une balle perdue. Eleanor, Isaiah, Ruth et Caleb furent capturés et retenus jusqu'à l'arrivée des autorités. L'aube du 29 avril 1907 révéla l'étendue des dégâts. La coopérative du Montsion était en ruine, ses bâtiments incendiés, ses membres dispersés ou morts. Les autorités, alertées par des membres de la communauté qui avaient réussi à s'échapper, arrivèrent sur les lieux pour découvrir l'horreur qui s'était déroulée dans les hautes terres du Montana. L'enquête qui suivit révéla l'ampleur totale des crimes de la famille Blackburn. Les corps de 212 victimes furent retrouvés sur la propriété, certains dans le cimetière, d'autres dans des fosses communes cachées. La fortune de la famille Blackburn, estimée à plus de 2 millions de dollars de l'époque, fut confisquée et utilisée pour indemniser les survivants. Eleanor, Isaiah, Ruth et Caleb Blackburn furent jugés pour meurtre, vol et autres crimes. Ils furent reconnus coupables et condamnés à mort, exécutés par pendaison en 1910. La coopérative du Montsion fut officiellement dissoute en 1911, et la propriété fut abandonnée, laissant derrière elle une histoire de terreur et de tragédie. Aujourd'hui, le poteau de bois fissuré est tout ce qui reste de la coopérative du Montsion. Les mots « En sa miséricorde nous demeurons » semblent une épitaphe cruelle pour les 212 vies perdues dans ce lieu de cauchemar. Mais l'histoire des Blackburn et de leur colonie de terreur sert de rappel sinistre des dangers du fanatisme et de l'exploitation au nom de la foi. Pour ceux qui osent affronter les pages les plus sombres du passé de notre nation, l'histoire du Montsion offre des leçons qui résonnent encore aujourd'hui. Elle nous rappelle que la croyance, lorsqu'elle est manipulée par des mains malveillantes, peut devenir une arme de destruction massive. Et elle nous enseigne que même dans les coins les plus reculés de notre pays, la vérité finit toujours par émerger, peu importe les efforts pour l'enterrer. Si vous avez trouvé cette histoire aussi fascinante que troublante, abonnez-vous à cette chaîne pour plus de récits de l'histoire négligée de l'Amérique. Laissez un commentaire pour me dire de quel état vous écoutez, et partagez cette vidéo avec ceux qui croient que la vérité, peu importe à quel point elle est sombre, mérite d'être racontée.
Ensemble, découvrons ce qui est enterré sous la surface de notre passé collectif.